Bienvenue dans le podcast Trends Bourse avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends Bourse, votre podcast qui décortique l'actualité et les humeurs des marchés. Évidemment, dans cet épisode, nous ne pouvons pas ne pas évoquer les États-Unis où l'atmosphère a relativement changé et comment l'Europe s'en sort dans ce contexte. Et puis, bien entendu, on pointera l'une ou l'autre action à surveiller ou pas, d'ailleurs, avec Guy Legrand. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Alors, c'est le premier point qu'il faut qu'on évoque, cette euphorie des marchés suite à la victoire de Donald Trump qui aujourd'hui laisse place à une réelle mauvaise humeur, en tout cas une fameuse incertitude qui plombe les marchés. Mais oui, on avait dit en début d'année, de côté européen en particulier, attention, ce monsieur Trump est un peu fantasque, il faut s'attendre à beaucoup de volatilité. C'est vrai, ça s'est vérifié, on s'était pas trompé, ça aurait été difficile d'ailleurs, mais la grosse surprise, c'est que finalement, après l'inquiétude de l'Europe, ce sont les États-Unis qui affichent une certaine inquiétude, et même une inquiétude certaine, n'est-ce pas? Les marchés s'énervent quand même des déclarations du locataire de la Maison-Blanche qui dit blanc un jour, le gris le lendemain, ou noir carrément. Et l'évolution de Wall Street n'est pas vraiment brillante. Il faut quand même se rendre compte, et lui peut-être n'a pas songé à ça, que les entreprises américaines dépendent beaucoup des importations. Si les États-Unis importent beaucoup, c'est pas seulement parce que le consommateur consomme trop, c'est parce que les entreprises achètent à l'étranger. Le secteur automobile est largement au Mexique. Apple achète beaucoup en Chine et fait construire en Chine. Nvidia est un peu dans une situation semblable, et ces déclarations de Trump à la longue pèsent sur les cours des valeurs américaines en question. Nvidia, petite parenthèse, on avait dit la fois dernière que après l'annonce des résultats, le cours n'avait quasiment pas bougé, et c'était vrai dans l'immédiat. Ça s'est pas vérifié longtemps puisque notamment à cause des déclarations du président américain, le cours a tout à coup chuté de 9% dès le lendemain. Et aussi bien Apple que Nvidia sont maintenant en baisse de 12-13% depuis le début de l'année. Ça n'est pas vraiment ce qu'on imaginait à l'époque. Alors c'est vrai que si on regarde Wall Street, tant le S&P 500 que le Nasdaq, ils font pas belle figure pour le moment. Du côté de Donald Trump, ça n'a franchement pas l'air de l'inquiéter. Il parle lui d'une période de transition, alors que à l'inverse, on a quand même certains analystes aujourd'hui qui n'hésitent plus à parler de récession. Mais oui, des récessions carrément. C'est un mot. Bon, le mot terme, ça semble un peu excessif. On s'attend sans doute pas vraiment à une récession, pas dans l'immédiat en tout cas bien sûr. Mais Bruce Kasman, le chef économiste de JP Morgan, estime que les chances ou les probabilités sont maintenant de 40%. Mais il voyait déjà 30% au début d'année. JP Morgan est assez pessimiste. Il voyait une récession en 2023. Donc, c'est peut-être un peu excessif tout ça. Il n'empêche que les prévisions de croissance pour les États-Unis ont été abaissées. Elles ne sont pas mirobolantes pour cette année. Goldman Sachs attend 1,7, Morgan Stanley 1,5% seulement. Et surtout, en disant attention au second semestre. Dans les mois qui viennent, ça ira. Mais au second semestre, c'est pas brillant. Même chose pour l'inflation. Mais j'allais vous dire, les chiffres macroéconomiques, l'air de rien, ils sont pas si mauvais pour le moment. J'ai le sentiment que quand on parle des chiffres du chômage, on a l'air d'avoir un marché de l'emploi qui fonctionne, et l'inflation en tête est en baisse pour le moment. Mais oui, l'inflation est en baisse, effectivement, 2,8 au lieu de 3 le mois dernier. Avant effet des droits de douane, rappelons-le, tout le monde le rappelle en tout cas. Mais ce qui est assez surprenant, en dépit des promesses de ce cher Donald Trump qui avait dit « L'inflation, je la vaincrai, vous verrez, elle va baisser dès le premier jour », en fait, les consommateurs américains, y compris ceux qui ont voté pour Donald Trump sans doute, s'attendent à une hausse sensible de l'inflation. Alors, on a cité des chiffres un peu élevés, parfois 6%, mais ce qui fait autorité en la matière, c'est l'enquête de l'Université du Michigan, et la dernière enquête en question, donc auprès des consommateurs, il apparaît de cette enquête que ces consommateurs s'attendent à 4,9% d'inflation durant les 12 prochains mois, sur un an, donc 4,9. Mais on vient de 2,8 en janvier, de 3,3 en février, de 4,3 première estimation de mars, première enquête, deuxième enquête 4,9. En fait, dans l'attente des consommateurs, l'inflation va flamber, carrément.
Est-ce qu'on peut espérer, là je vais vraiment me concentrer évidemment sur les marchés, c'est que cette instabilité du côté des États-Unis puisse finalement d'une certaine façon profiter à l'Europe? Mais elle profite à l'Europe dans la mesure où finalement la situation ici, enfin la situation de l'Europe est inverse, il faut bien le dire. Le problème c'est que États-Unis donc on n'y croit plus, là il y a une défiance qui s'installe. En Europe on avait très moyennement confiance en ce début d'année. Les bourses européennes avaient d'ailleurs grimpé quand même de plusieurs gros pourcents. On est aujourd'hui à plus 7,5%. En Europe, on est à moins 4 à Wall Street, avec une sacrée différence. On n'imaginait pas vraiment ça, sinon très provisoirement et encore. Mais ce qui se passe, c'est que autant là, le sentiment devient négatif aux États-Unis, autant il était donc raisonnablement positif en Europe, et c'est renforcé, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça, avec le nouveau gouvernement allemand. Le résultat des élections était le meilleur que l'on puisse imaginer dans l'esprit des stratégistes et des économistes. Ce fameux plan 500 milliards pour l'infrastructure, mais beaucoup aussi pour dépenses militaires, etc. On est à 1000 milliards en réalité. Et alors la grande nouvelle de la semaine dernière, c'est que tout ça était un peu conditionné au problème de l'endettement qui était très limité dans la Constitution, ça a été dit à plusieurs reprises, et ce verrou a sauté. Les Verts, les écologistes allemands, donc, se sont rangés à cela, moyennant le fait que dans les 500 milliards de plans d'infrastructure, il y aurait 100 milliards pour le climat. Bon, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise chose en soi. Et donc voilà, ici, tout baigne, et après 2 ans de récession, l'Allemagne était en récession en 2023 et en 2024, légèrement, précisons-le. On ne s'attend pas encore à des miracles cette année-ci, on parle d'une stagnation, ce sera peut-être positif quand même un petit peu, mais alors la prévision de croissance pour 2026 est passée de 0,9 à 1,5. Donc là, il y a vraiment une forte amélioration du sentiment en Allemagne. Le DAX fait plus 15% depuis le début de l'année, et en Europe en général. Et un revival qui, l'air de rien, a quand même aussi de l'impact au niveau des taux, et sur le bond allemand, évidemment, en tête, sur les taux d'intérêt. Oui, alors là, on a assisté à un phénomène quand même rarissime. C'est une véritable explosion des taux en une journée. Le rendement du Bund, donc l'obligation allemande à 10 ans, est passé donc sur une journée seulement à l'annonce de ces mesures, de 2,50 à 2,90. Je crois qu'on a très, très, très rarement vu un phénomène pareil. Et en Belgique, notre holo national est passé de 3 à 3,30 très rapidement, puis 3,40, on revient à 3,30. Un dixième de plus en 2 jours, je crois, en Belgique. C'est une explosion des taux. C'est pas une hausse, c'est une explosion. C'est un phénomène invraisemblable que les investisseurs ont vécu, qu'ils se disent qu'ils ont vécu des jours historiques quand même. Et comment est-ce qu'on peut interpréter cette hausse de manière générale, puisqu'on sait qu'en général, les marchés ne sont quand même pas ultra fans de ce genre de hausse? Mais non, absolument. Mais en fait, cette hausse ici est vraiment due au sentiment. La baisse des taux aux États-Unis est due au sentiment. Aux États-Unis, on est revenu de 4,80 à 4,30. C'est une forte chute des taux à cause du sentiment négatif. Si on est passé de 2,50 à 2,90 pour le Bund allemand, c'est à cause d'un sentiment positif, tout simplement. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que la bourse n'en a pas pris ombrage. Finalement, non. La hausse des taux est due au fait que tout va bien, donc il n'y a pas de raison de paniquer en bourse, bien au contraire. Maintenant, les bourses européennes avaient bien monté depuis le début de l'année, elles se sont stabilisées ensuite. Le plan allemand ne les a pas fait grimper davantage, parce qu'il y en a qui ont souffert quand même. Mais enfin, la bourse n'a pas reculé véritablement, certaines valeurs industrielles ont bien grimpé, notamment dans le secteur de la défense. C'est pas vraiment étonnant. BAE Systems, plus 30% depuis les élections allemandes. Rheinmetall, la nouvelle vedette de la bourse de Francfort, plus 53% depuis les élections. Rheinmetall a fait x25 en 5 ans. C'était un bon investissement pour ceux qui y sont rentrés il y a 5 ans. Oui, il fallait y entrer du temps de la paix, évidemment, ou même au début de l'invasion de l'Ukraine, en réalité. Le cours avait triplé à l'époque, on s'était dit, oulala, il a déjà triplé, bon là maintenant c'est terminé. Non, finalement ça fait x25. C'est absolument phénoménal. Disons qu'on n'est peut-être plus vraiment acheteur de Rheinmetall, même si ça n'est peut-être pas trop cher, si la croissance attendue se réalise. On a déjà parlé de ça l'année passée pour Nvidia. Nvidia était jugée hors de prix, mais en réalité, si la croissance attendue pour les 5 années suivantes se réalisait, cette action était encore bon marché. Mais un cours élevé, ou plutôt un rapport cours-bénéfice élevé, rend une action fragile, évidemment. N'empêche que l'Europe, maintenant, on pourrait la voir autrement.
Et je crois que c'est ça, le rebond est un peu plus... C'est pas juste un feu de paille, quoi. Mais non, c'est ça, parce que beaucoup s'imaginaient, tiens, un petit feu de paille, à force de répéter que l'Europe est bon marché. Mais le sentiment a changé parce qu'il y a là derrière de gros investissements. Donc, on peut imaginer que l'Europe, il n'est pas trop tard pour s'y intéresser aux actions européennes. Donc, parce que, en fait, le rapport court-bénéfice du stock 600, donc l'Europe, c'est la moitié du S&P américain. Alors, c'était plutôt justifié par une croissance très élevée aux États-Unis, plutôt faible en Europe. Mais si la croissance américaine est appelée à baisser, et qu'au contraire, en Europe, on fera mieux que prévu, ça ne se justifie peut-être plus vraiment qu'on ait un rapport de 1 à 2, et donc l'Europe est encore achetable, pensons-nous. Eh bien, tant qu'à parler de l'Europe, intéressons-nous au marché européen et même allons jusqu'en Belgique, où j'aimerais bien avoir votre avis sur Lotus Bakeries, qui vivait des jours un peu compliqués, puis qui a connu un joli rebond avec l'annonce d'une production de crème glacée. Est-ce qu'on peut se dire que c'est la fin de la correction pour Lotus Bakeries ? Mais apparemment, oui, après avoir chuté en dessous de 8 000 €, ce qui était quand même assez dramatique. Petit rappel, Lotus Bakeries a touché un sommet en automne dernier. Le cours avait quand même baissé depuis là. On peut imaginer des prises de bénéfices, n'est-ce pas ? Puisque cette action avait dépassé 12 000 € et que certains avaient peut-être eu la chance de l'acheter à 40 ou 50 €. Ça fait quand même une assez belle marge. Donc, prise de bénéfices, peut-on imaginer ? Et puis alors, la grande nouvelle, la grande mauvaise nouvelle, déjà évoquée, c'est, désolé, mais la croissance, nous sommes un peu bloqués par manque de capacité. Ouais. Alors, quand une entreprise de croissance, qui se paye très cher en raison de cette croissance, dit qu'elle ne va plus croître. Mais elle va plus croître, voilà. Du coup, on n'y croit plus. Bon, sans jeu de mots. Et la chute avait quand même été phénoménale. Hein. En dessous de 8 000 €, Lotus Bakeries était en chute de 35% en un semestre. Donc, visiblement, elle a été maintenant un peu réhabilitée. Alors, avec ou sans cette crème glacée, avec ou sans le Biscoff qui sera... Enfin, avec plutôt le Biscoff qui sera prochainement produit en Thaïlande, oui... Je vous sentais pas convaincu par cette crème glacée, moi. Mais je me dis que c'est merveilleux. Mais c'est pas si nouveau. C'est peut-être pas tout à fait nouveau. Il me semble que ça a déjà existé, oui, en fait. Je sais pas. Il y a la pâte, mais je crois que c'est un peu marginal par rapport au Biscoff qui est vendu un peu partout dans le monde, avec à côté de la tasse de café. Hein, c'est évidemment bien connu. Mais non, c'est vrai que Lotus Bakeries était sans doute un peu à repêcher, et même un peu plus à repêcher. N'empêche que Lotus Bakeries a fait la démonstration qu'une valeur chère est fragile ou à toute mauvaise nouvelle, exactement comme Tesla, qui a encore rebaissé en début de semaine, quand BYD, le chinois, a dit qu'il avait une batterie révolutionnaire à charge ultra rapide. Oui, voilà, mais enfin bon, allez, la crise est passée, Lotus Bakeries, ce n'est plus à vendre en tout cas, on peut acheter en dessous de 9 000, pourquoi pas. Ok, ça c'est pour un conseil. Alors tant qu'à conseiller, on parlait de valeur industrielle. Et vous avez une petite action comme ça qui en plus est bon marché en valeur industrielle. Mais oui, une valeur industrielle historique en Belgique, c'est Bekaert. Bekaert qui est un tréfileur, comme on disait dans le temps, quelqu'un qui produit et qui vend du fil d'acier. L'origine de Bekaert, c'est quand monsieur Bekaert, arrière-grand-père, que sais-je, avait imaginé de fabriquer du fil de fer barbelé. Bon, on en est loin aujourd'hui, on est dans des fils métalliques de haute technologie. Alors, l'exercice 2024 n'a pas été merveilleux. Le chiffre d'affaires a baissé de 8,6%, c'est déjà une très bonne nouvelle. Mais la marge opérationnelle n'a que faiblement reculé à 8,8%, donc au lieu de 9. Alors une marge qui se maintient presque sur un chiffre d'affaires en repli, c'est toujours un signal positif compte tenu des frais fixes. Il arrive fréquemment que cette marge baisse beaucoup plus quand les ventes baissent. Donc non, ça c'est pas trop vilain. La direction espère 10% de marge l'année prochaine. C'est moitié plus qu'en 2019. Dernier exercice avant Covid, donc. Voilà, fondamentalement, Bekaert est une société fort saine. Elle a mis l'accent sur des produits à plus forte valeur ajoutée. Elle a quitté l'Amérique latine, où elle avait une présence historique. D'ailleurs, Bekaert était l'entreprise belge la plus présente en Amérique latine il y a des dizaines d'années déjà. C'était assez remarquable à l'époque. Pas assez rentable, on se retire. Notons que, en annonçant les résultats, Bekaert a signalé que le 4e trimestre était meilleur que les précédents l'année passée, donc en 2024, que le premier semestre 2025 serait encore un peu difficile, mais que ça irait mieux au 2e semestre.
on a déjà entendu ça, pas mal d'entreprises annoncent un scénario de ce genre. Donc visiblement, ça a l'air vraiment d'être le consensus. Alors, les qualités de Bekaert, un dividende pas négligeable, qui est fortement augmenté après l'effondrement de 2020. C'est vrai que les produits phares se vendent plus lentement que prévu. Produits phares, ça signifie au fond des produits surtout très axés sur l'avenir, sur la production d'hydrogène vert notamment, le renforcement avec de l'acier, du béton, etc. Mais enfin bon, c'est quand même, on a toujours bon espoir. Et alors, ce qu'il y a, c'est que tout ça n'est pas dans le cours de toute façon. Le cours n'anticipe absolument pas le fort meilleur possible, avec un rapport court-bénéfice de 7, c'est franchement une action bon marché, et même si les analystes ne sont pas tous chauds, leur attente, leur objectif de cours moyen est de 46 €, donc très supérieur au cours actuel, non, voilà une valeur qu'on peut qualifier d'en retard, qui devrait participer au meilleur de l'industrie en Europe, suite au plan allemand. Eh bien voilà qui devrait inspirer nos auditeurs qui pourraient justement être en recherche d'inspiration pour leur portefeuille. Il y a, je suppose, j'espère, Guy, une leçon à tirer de toute cette actualité. Mais une leçon assez intéressante, c'est comme j'ai dit, les investisseurs ont vécu des journées assez historiques, mine de rien, avec cette flambée des taux d'intérêt. Alors, la leçon, c'est quand on compare les États-Unis et l'Europe, donc recul très sensible des taux d'intérêt américains, ça favorise la bourse? Non. À long terme, oui. Dans l'immédiat, si les taux baissent, c'est parce qu'on est plus pessimiste. Or, si on est plus pessimiste, ça ne soutient pas la bourse. En Europe, c'est le contraire, comme je l'ai dit. Si les taux ont véritablement flambé à l'annonce du plan allemand, c'est que tout à coup, on est très optimiste. Donc, cette hausse des taux ne porte pas préjudice à la bourse, puisqu'on est optimiste. Donc, attention, autant les taux d'intérêt, c'est une leçon quand même qui me semble quand même intéressante à retenir, absolument indispensable même à retenir, autant les taux d'intérêt sur le long terme sont un des grands éléments qui induisent le cours des actions, autant à court terme, ces taux d'intérêt peuvent dépendre du sentiment du marché, et c'est le sentiment du marché qui prime à court terme. Donc ne nous focalisons pas pour la semaine qui vient sur les taux d'intérêt, voyons quel est le sentiment du marché. Eh bien voilà, c'est une belle leçon. Effectivement, merci beaucoup Guy pour tous ces décryptages et ces conseils. Avec plaisir. On se retrouve évidemment dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre podcast Trends Bourse. Que tout aille bien d'ici là. Ciao, ciao. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de ING avec son analyse de la situation économique actuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre contribution bi-hebdomadaire au podcast Trends Investing. Je m'appelle Luc Charlier et je suis stratégiste en investissement chez ING Belgique. Et je vous propose de revenir sur l'Europe et sa volonté de reprendre sa sécurité en main. Il arrive que l'on sente les plaques tectoniques de l'économie mondiale bouger sous nos pieds. C'est le cas en ce moment. Les Européens semblent en effet avoir pris conscience qu'il ne fallait plus compter sur l'aide des États-Unis pour assurer leur sécurité et la défense de l'Ukraine. L'urgence est telle que même les Allemands sont désormais prêts à abandonner leur sacro-sainte orthodoxie budgétaire et accroître leurs dépenses en matière de défense et d'infrastructures à concurrence de 900 milliards d'euros. Sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne a accepté d'entamer des discussions sur une réforme à long terme de ses règles budgétaires qui limite la dette des États membres à 60% du PIB et leur déficit à 3%, afin de permettre à ces États membres d'accroître leur budget alloué à la défense. La Commission européenne estime qu'environ 800 milliards d'euros pourraient ainsi être dégagés. Cet assouplissement de la politique budgétaire a évidemment un important impact sur les marchés financiers. La réaction la plus vive a été logiquement observée sur le marché des emprunts d'État, où le rendement des obligations allemandes à 10 ans a bondi de 0,50%. Il s'agit de sa plus forte variation depuis la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne en 1990. Le mouvement de méfiance des investisseurs obligataires, qui réagissent souvent de manière épidermique lorsque l'on évoque la hausse des dépenses publiques, ne s'est pas limité à la dette allemande, mais a aussi fait grimper les rendements obligataires en Italie, en France ou au Royaume-Uni. Sur le marché boursier, qui tente toujours d'appréhender les va-et-vient incessants de Donald Trump en matière de droits de douane, constate que les investisseurs continuent à alléger leur position aux États-Unis et à se tourner davantage vers l'Europe, en particulier l'Allemagne. Confrontés à la crise commerciale et à la possible rupture du lien transatlantique, ces derniers continuent manifestement de penser que les États-Unis s'en sortiront moins bien que l'Allemagne et l'Europe.
quels impacts sur la stratégie d'investissement? Sur le terrain obligataire, notre préférence se porte toujours sur les obligations d'entreprise de bonne qualité qui bénéficient de rendements un peu plus élevés, 4,5% en moyenne contre, souvenons-nous, 1,2% fin 2020 et une moindre volatilité que les obligations souveraines. Pour ce qui a trait au marché boursier, nous restons constructifs à l'égard de l'Europe en raison des espoirs de cessez-le-feu en Ukraine et de niveaux de valorisation grosso modo 40% moins élevés qu'aux États-Unis, ainsi que d'une BCE, d'une Banque centrale européenne, donc plus accommodante que la Réserve fédérale américaine. Et ce, même si nous sommes conscients que la guerre commerciale, le fort rebond des cours et une croissance peu dynamique peuvent jouer les troubles faits. Même si nous avons récemment allégé notre position sur les États-Unis, nous restons également constructifs sur cette zone, car la baisse de régime des 7 magnifiques et du secteur technologique devrait être compensée par la probable accélération de la croissance bénéficiaire du reste du marché. Enfin, nous privilégions toujours l'or qui bénéficie des pressions inflationnistes, de l'instabilité politique et économique, des achats des banques centrales et d'une valorisation attractive. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous trouverez plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements chaque semaine dans Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de ING.